Donc nous sommes ici pour représenter l'association Formindep qui va fêter ses 15 ans cette année. Donc déjà 15 ans de tentatives de sensibilisation à la question des liens et des conflits d'intérêts en santé. Et nous tenons à remercier l'ISNAR pour son invitation à ce congrès et à partager avec vous aujourd'hui, et également pour son engagement pour l'indépendance qui a été symbolisé encore une fois par ce congrès No Free Lunch. Merci également à Lucie Garcin qui l'a réaffirmé ce matin en interpellant la ministre. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la ministre n'a pas répondu et n'a pas prononcé une seule fois le mot indépendance. Le mot indépendance n'est pas un gros mot. Il faudra le rappeler, et c'est la simple constatation que certains liens viennent avec des effets positifs, mais aussi des effets indésirables pour la santé des patients. Et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Ouais. Donc bonjour, je suis Olivier Cuvillier, je suis avant tout médecin généraliste, installé dans la mégapole de Lamembrol-sur-Choisy, environ 3000 âmes, à 15 minutes d'ici. Je suis également chef de clinique au département universitaire de médecine générale de Tours. Je suis maître de stage universitaire. Je ne sais pas si mon interne Sophie est ici. Voilà, elle n'est pas là. Voilà comment bêtement a validé un stage. Je suis aussi membre du CPP, le Comité de protection des personnes. Ça, c'est le groupe là, de gros relous qui vous embête quand vous voulez faire une thèse et tenter des expériences sur l'espèce humaine. J'avais commencé en disant, en préparant le diapo, que je n'avais aucun conflit d'intérêt. Et en fait, j'en ai un majeur, puisque j'accepte la ROSP, la rémunération d'objectifs sur santé publique, qui est donc payée par la CPM, un organisme privé. Mais c'est un vaste débat et il faudra l'aborder une autre fois. Et pour ma part, donc, je suis Anne Chailleux, vice-présidente du Formindep. Je ne suis pas professionnelle de santé, donc théoriquement pas astreinte à une déclaration d'intérêt selon les termes de la loi, mais je tiens à le faire. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec ni les entreprises du secteur, ni l'assurance, ni leurs conseils. Et l'association Formindep elle-même est indépendante dans son financement totalement, à la fois de tout intérêt économique dans le secteur de la santé et aussi vis-à-vis de tout promoteur de thérapie entre guillemets non validée, c'est-à-dire que nous faisons très attention à ne pas attirer tous ceux qui, par dépit des pratiques de l'industrie pharmaceutique, malheureusement, se tournent vers des pratiques dangereuses, illusoires et du charlatanisme. Alors, la question de lien ou conflit d'intérêt, je suis désolée, je vais devoir commencer par quelque chose d'un peu théorique. Puisqu'on a, chaque fois qu'on aborde cette question des liens ou des conflits d'intérêts, un distinguo qui est fait. Donc, par exemple, chaque fois que l'industrie pharmaceutique débat du sujet, on passe 1 heure à essayer de discuter du sexe des anges. Est-ce que c'est un lien ou est-ce que c'est un conflit ? Je tiens à réaffirmer ici la différence, mais également le point commun de ces deux choses. La différence, c'est qu'un lien d'intérêt, ça se déclare, c'est un fait, ça se constate. Un conflit d'intérêt, en revanche, c'est qualifié par une tierce personne selon des critères qui sont ici définis, notamment par... Là, c'est un extrait du rapport Sauvé sur de la Commission pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique. Et la différence entre ces deux ne doit pas occulter le fait que pour un praticien de santé, ce qui importe, ce n'est pas tellement si c'est un lien ou un conflit, si c'est légal ou si ça ne l'est pas. La question, c'est est-ce que ça va influencer votre pratique ? Est-ce que ça va avoir un impact sur la santé de vos patients ? Et c'est la seule question qu'il faut se poser finalement en tant que praticien de santé ou en tant que patient. Et là, malheureusement, oui, on peut répondre très clairement. Les liens d'intérêt, comme les conflits d'intérêt, ont une influence sur la pratique qui peut parfois poser problème. Oui, alors là, je vous ai mis une diapo pour vous montrer un peu ce qui se passe au niveau du coût du médicament. Et vous voyez là certains des plus grands groupes pharmaceutiques
Et vous voyez notamment ce qui récupère en marge opérationnelle, donc ce qui donne un indice de l'efficacité économique de la compagnie, ce qu'ils investissent en recherche et développement, ce qu'ils investissent en marketing et ce qu'ils investissent en coûts de production. Et vous voyez que la marge opérationnelle, évidemment, donc, occupe une part importante, mais que surtout, la part marketing est systématiquement soit égale, soit presque le double de la part recherche et développement. Alors, dans l'industrie automobile, la marge elle est opérationnelle à peu près 10%. Alors là, vous êtes interne, mais bon, quand vous serez après médecin, vous aurez d'autres voitures, et là, la marge dans les voitures de luxe, elle est d'à peu près 20%. Donc, quand vous voyez qu'il y a des labos qui sortent une marge à 60%, alors Gilead, c'est, je crois, tout ce qui est VIH, VHC, etc. C'est hallucinant, et ça fait rêver n'importe quelle entreprise de luxe. Donc voilà les forces en présence. Quand on parle de lien d'intérêt, voilà les montants dont on discute. Vous savez peut-être que depuis 2011, il y a une loi, la loi Bertrand, qui n'est entrée réellement en application que depuis 2017 et encore très mal appliquée. On va d'ailleurs faire des actions sur ce sujet. Et les entreprises sont donc soumises à obligation de déclaration de ce qu'elles versent à toute une catégorie d'acteurs, que ce soit des professionnels de santé, des établissements de santé, des associations de patients, des sociétés savantes notamment. Donc voilà les montants qui ont été déclarés pour l'année 2017, uniquement pour une année de versement. Et je rappelle que ces déclarations sont très incomplètes, notamment sur ce qui est des rémunérations aux professionnels de santé. Donc on a quand même 254 millions d'euros versés aux professionnels de santé sur une année, essentiellement, là, je rappelle, des avantages, c'est-à-dire principalement de l'hospitalité, des invitations à des congrès, ce genre de choses. 109 millions d'euros pour les associations de professionnels de santé, donc là, on inclut notamment les sociétés savantes. Mais là encore, il y a une sous-déclaration très massive qu'on va d'ailleurs pointer du doigt prochainement dans une étude. 60 millions d'euros pour des organismes de FMC, 84 millions pour la presse généraliste et médicale, 71 millions d'euros pour des associations d'usagers de santé. Mais là, la définition d'association d'usagers de santé par l'industrie est assez large, donc ça ne va pas réellement toujours à des associations de patients. Et donc au total, dans cette base, quand on somme toutes les catégories, on a plus d'1 milliard d'euros par an déclarés, et je rappelle, c'est encore une sous-estimation. Donc voilà les forces en présence qui sont, pour une bonne partie, des investissements finalement marketing. Donc il faut savoir qu'il y a quand même un effort, un investissement très très fort de l'industrie pour essayer de façonner son image et puis notre perception de ses produits. Voilà. Alors, ces liens d'intérêt, si on fait un zoom sur les liens des professionnels de santé, là plus particulièrement des médecins, quand on parle de liens d'intérêt, la première objection qui est apportée en général, c'est de dire oui, mais c'est la recherche. On a besoin de ces liens pour la recherche. Et effectivement, la recherche telle qu'elle est organisée aujourd'hui, avec assez peu de fonds publics et par contre beaucoup de crédits d'impôt à la recherche privée déléguée au public, on se retrouve avec une grande difficulté à faire de la recherche sans les fonds privés. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. La réalité des liens d'intérêt, alors ici, c'est une typologie qui a été faite par le Conseil national de l'ordre des médecins, qui lui doit valider toutes les conventions entre l'industrie et les médecins. Dans ces conventions est détaillé très clairement, explicitement, le but de la convention, le travail qui est demandé aux médecins. Et à partir de ces données qui sont beaucoup plus détaillées que celles de la base Transparence Santé, voilà la répartition qu'en fait le CNOM. Donc vous avez 63% qui sont des contrats d'orateurs pour ce qu'on appelle de la formation. Là encore, formation est quelque chose qui se discute. C'est souvent un caractère assez marketing, plus ou moins prononcé suivant les instances, les congrès, les événements du Conseil. Et donc finalement, les catégories qui comportent un élément scientifique, un élément d'expertise, réellement sont assez minoritaires, puisqu'on a une contribution scientifique pour moins de 9% et expertise pour des études cliniques spécifiquement pour moins de 6%. Donc au total, moins de 15% de liens d'intérêt qui finalement ont un contenu scientifique. Donc cet argument de dire non, mais les liens d'intérêt, c'est la recherche, est juste faux. Il faut vraiment le balayer, ça ne se vérifie pas du tout dans les faits.
Alors, ces liens d'intérêt fonctionnent autour d'un pivot, je dirais, qui est le couteau suisse de l'influence des industriels, que ce soit... Là, quand je parle des industriels, on parle généralement de l'industrie pharmaceutique. N'oublions pas les dispositifs médicaux. N'oublions pas non plus les industriels du traitement des données. Par exemple, Google s'investit énormément dans la santé, Orange également, parce qu'ils vont avoir recours aux mêmes techniques. Donc le couteau suisse de l'influence de ces intérêts économiques sur la santé, ça va être le leader d'opinion, dans l'industrie on appelle KOL, et que les médecins, entre eux, dénomment experts plutôt, parce que c'est plus valorisant. Cette diapositive est en fait un extrait d'une présentation faite par une société spécialisée dans ce qu'on appelle le KOL management, donc qui font de la gestion de leaders d'opinion. Donc ils vont identifier des leaders d'opinion, les bichonner, les utiliser, les actionner en fonction de l'agenda et des besoins des industriels. Et c'est exprimé, on ne peut plus clairement. Alors ce sont des diapositives qui sont destinées à un usage interne, effectivement, qui n'étaient pas prévues à l'origine pour être montrées à un congrès de l'ISNAR. Mais bon, je pourrais les mettre à votre disposition. C'est assez édifiant, puisque la définition du KOL, ce sont des médecins qui influencent leurs confrères dans leur pratique médicale, schéma de traitement, habitudes de prescription, et qui peuvent faire évoluer l'environnement. Et c'est à cela qu'ils vont être employés, effectivement. Voilà. Ces leaders d'opinion peuvent être de différentes sortes. Il y a effectivement des médecins, mais ça peut être aussi des associations de patients, ça peut être des sociétés savantes, qui vont toutes être activées par l'industrie en fonction de ses besoins et de son agenda. Donc voilà comment on gère un leader d'opinion. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, est détaillé dans cette diapositive, l'ajustement du niveau d'effort en termes de partenariat proposé ou de contact réalisé en fonction de la taille du réseau du leader d'opinion, de l'ampleur de son influence. Et on va ajuster la nature de l'effort et des interactions en fonction de ses préférences. Donc, par exemple, si vous avez un leader d'opinion qui est plutôt vénal, on va lui offrir un contrat assez rémunérateur. S'il est plutôt attiré par la visibilité médiatique, on va en faire un porte-parole et on va lui fournir un attaché de presse, par exemple, pour lui permettre d'accéder plus facilement aux médias. Et donc, cette symbiose, finalement, malheureusement, se fait en général sur le dos des systèmes de santé et des patients, puisque voilà les tâches auxquelles on va les employer, entre autres, donc intervention auprès des payeurs et des autorités de santé. C'est par exemple pour aller défendre un dossier devant le CEPS, le Comité économique des produits de santé, pour essayer d'obtenir le prix le plus élevé pour le produit défendu. Alors là, Alors, je vais vous parler d'un cas très récent. Donc c'est d'actualité. Ça a commencé en 2015, quand le Sénat s'est posé la question des conséquences sanitaires des particules fines donc sur la santé, et ces particules fines sont émises essentiellement par les moteurs diesel. Donc pour ça, le Sénat, ils ont fait appel à un expert, un Col, donc qui est professeur de pneumologie, chef de service d'un grand hôpital de la PHP, et qui est, alors lui, très très friand de plateau télé. Il passe très bien, il présente très bien, il sait parler, il a l'éloquence. Évidemment, le Sénat, c'est pas de la blague, hein, donc il prête serment et il déclare qu'il n'a aucun lien économique, enfin avec les acteurs économiques du domaine. Et il pond un rapport. Alors déjà, il pond un rapport dans un délai assez exceptionnel. Alors soit, bon, c'est un expert, il avait déjà plein de choses toutes prêtes, soit l'autre possibilité, c'est que le rapport a été écrit par quelqu'un d'autre et qu'il l'ait signé. On sait aujourd'hui que beaucoup de lois sont en fait écrites par des lobbies et le politique vient juste mettre sa signature dessus. Alors le rapport est très très rassurant. Il dit que le nombre de cancers liés à la pollution est extrêmement faible et que les dépenses, bon, on peut les chiffrer à peu près entre 2 et 5 millions d'euros. Alors, le rapport, il est tellement rassurant qu'en fait ça énerve beaucoup de gens. J'ai oublié leur nom là, mais c'est notamment des élus de, évidemment, Europe Écologie. Elles arrivent à mobiliser des forces et certaines personnes vont creuser. Souvent les mêmes, hein, Canard enchaîné, on les retrouve là, et puis Libération.
Et il révèle que, alors on l'appelle le professeur Diesel, c'est évidemment pas le vrai nom, vous l'avez compris, le professeur Diesel est rémunéré par un grand groupe pétrolier pour 60 000 euros par an depuis 1997. Donc vous faites le calcul, ça veut dire qu'en à peu près 20 ans, il a touché plus d'1 200 000 euros. Et alors là, c'est vraiment hilarant, il est rémunéré par ce groupe comme médecin du travail. Vous imaginez bien que quand vous êtes PUPH d'un grand hôpital parisien, vous avez déjà des journées qui font des semaines de 70-75 heures, voire 90, donc vous n'avez absolument pas le temps d'aller faire de la médecine du travail ailleurs. Donc évidemment, la justice va être saisie par le Sénat, ils ont porté plainte pour faux témoignage, et donc le col se défend, exactement comme on l'a dit en intro, en disant « Ah, mais c'était pas des liens, enfin, c'était pas des conflits, c'était des liens, etc. » Bon, évidemment, la justice a tranché, et, enfin je dis évidemment, c'est pas du tout évident en fait, c'est la première fois que la justice dit effectivement, il y a parjure. Et la procureure de la République va jusqu'à dire Total a investi sur le professeur Diesel. La justice va le condamner à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 50 000 euros. Donc c'est quand même un business qui reste rentable, faut pas hésiter à vous lancer là-dedans, parce que vous empochez 1 200 000, vous avez 75 000 euros d'amende, c'est quand même assez tranquille. Ce qui est exceptionnel, je l'ai dit, c'est que c'est la première fois que ça arrive. Et il a été soit un peu poussé à la retraite, soit il avait l'âge de la prendre, donc il est parti. Par contre, heureusement, il travaille toujours quand même pour le groupe, comme médecin du travail, il finit son poste. Et puis, alors il y a des études qui ont été menées ensuite quand même pour finalement savoir qu'est-ce qu'il en est, puisqu'on ne pouvait pas se fier sur le premier rapport. Ils ont dit, donc lui il avait dit que vraiment la mortalité est très très faible, on a en fait environ 5000 morts par an, et ça c'était des chiffres avant le Dieselgate. Avant qu'on sache qu'en fait les émissions sont 10 à 50 fois plus élevées que ce qu'elles sont mesurées. Et puis le Sénat a évalué finalement le coût à plus de 100 milliards d'euros. Alors j'en vois qui sont là en train de chipoter, oui il avait dit 5 millions, en fait c'est 100... on n'est pas une virgule près, quoi, de 5 millions à 100 milliards, allez chipotez pas, quoi. Ce que vraiment cette histoire doit vous faire comprendre, c'est que c'est pas un problème de morale. Il n'y a pas les Jedi d'un côté qui défendent l'indépendance et puis l'étoile noire avec les seigneurs Sith de l'autre. C'est un problème qui est uniquement, c'est un problème sanitaire. On dit souvent, un chirurgien, mais même nous, on se lave les mains avant de soigner un patient pour pas gâcher tout le reste, quoi. Ça sert à rien de faire une super opération si vous lui collez une septicémie. Il faut se laver les neurones quand on soigne nos patients. Les conflits d'intérêts font des morts, c'est clair, et ils sont l'ingrédient de tous les scandales sanitaires, systématiquement. Ils sont soit à l'origine du scandale, soit ils en retardent sa révélation. Ça, c'est l'affaire Mediator, notamment, avec Keren Frachon, qui avait déjà signalé pendant des années à l'ANSM, qui s'appelait AFSAPS, parce qu'ils ont repeint le mur, qu'il y avait des soucis. Et puis, ça retarde aussi la mise en route de certaines mesures. Alors, on a mis sans contaminer. Ça, vous êtes jeune, je ne sais pas si vous connaissez bien. On a mis le Mediator, évidemment. Mediator, alors le procès va commencer, mais c'est déjà au moins 8500 morts de reconnus. Comme ça a traîné, avant il y en avait 16 500, mais beaucoup sont morts en route. Le Vioxx, ça, j'ai pas connu non plus, c'était avant moi. C'était un anti-inflammatoire, ça a fait à peu près 100 000 infarctus du myocarde et AVC. Et puis il y a le problème des opioïdes, et ça, je laisse Anne vous en parler. Alors les opioïdes, c'est la crise la plus spectaculaire qu'on ait et directement liée au marketing. Donc pour l'instant, ça s'observe principalement en Amérique du Nord, USA, mais également Canada. Ça commence doucettement à s'importer en Europe également, parce que les deux compagnies principalement impliquées dans ce scandale ont réorienté leur marketing vers d'autres cibles. Donc la crise des opioïdes, c'est 70 000 morts l'an dernier aux États-Unis, et c'est directement lié à des pratiques de marketing de deux compagnies, Purdue Pharma et Insys, qui ont envoyé leurs visiteurs médicaux pour pousser, mais vraiment avec une pression incroyable, à des prescriptions hors AMM de produits qui étaient destinés à des cancéreux en phase terminale pour traiter les douleurs liées à leur maladie.
Les visiteurs médicaux ont eu un discours très clair pour donc le prescrire en dehors de cette indication, pour prescrire les doses les plus élevées sur des durées les plus longues possibles, ce qui faisait forcément exploser le risque d'addiction. Et dans le même temps, des sociétés savantes étaient rémunérées pour, au contraire, minimiser ce risque d'addiction. On a même inventé une nouvelle entité de pseudo-addiction pour dire que ce n'était pas de l'addiction dont souffraient ces patients. Et malheureusement, avec toutes ces techniques qu'on observe dans le marketing de tous les produits à des degrés divers, quand on l'applique malheureusement à des produits aussi dangereux que les opioïdes, ça a donné cette crise sanitaire avec des patients complètement accros, des décès liés directement à des prescriptions. Et puis quand ils n'ont plus de prescription, ils se tournent vers des drogues, héroïne et autres. Et la dernière vague en date, je ne sais pas si vous le voyez suffisamment clairement, c'est des produits comme le fentanyl, par exemple, qui sont vraiment là avec un pouvoir addictif absolument monstrueux. Donc ça, c'est une illustration très claire et courante qui est en ce moment même. On est à plusieurs centaines de milliers de morts depuis le début de la crise aux États-Unis, directement liées à des pratiques marketing absolument sans éthique. Donc pour sauvegarder la santé de vos patients, toujours se rappeler les fondamentaux, à savoir la médecine fondée sur des preuves ou sur des données probantes, comme disent les Québécois. Donc voilà, rappelez-vous toujours ces 3 piliers, parce que c'est finalement sur ces 3 piliers que la santé de votre patient sera la mieux assurée. Néanmoins, en gardant à l'esprit que justement le travail du marketing, ça va être d'essayer d'influencer chacun de ces 3 piliers également. Alors, on va essayer de décliner un peu maintenant concrètement les différents vecteurs par lesquels l'influence va arriver jusqu'à vous. Alors le premier, on l'a vu tout à l'heure en termes de nombre en tout cas de liens d'intérêt, c'est la formation médicale continue. Effectivement, elle était encore, lorsque l'Assemblée nationale avait fait un rapport sur la formation des médecins, financé à 98% par l'industrie pharmaceutique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement, c'est un peu moins. On a mis en place la NDPC qui permet d'abonder un fonds et donc de financer de façon indirecte la formation médicale continue. Donc il y a des améliorations. Néanmoins, il faut bien garder à l'esprit que quand une formation médicale continue est sponsorisée, que ce soit dans le cadre d'un congrès ou que ce soit des journées spécifiques, là, les logos que vous voyez figurer ici sont ceux des journées preuves et pratiques qui proposent aux internes de médecine générale gratuitement une journée de formation et qui autrefois sponsorisait l'ISNAR. Merci à l'ISNAR d'avoir coupé les ponts. Ces journées étaient très teintées par leur financement, c'est-à-dire que les thèmes étaient directement... On pouvait faire une magnifique bijection entre le produit à vendre et la thématique et l'orateur avec le financement du laboratoire de bout en bout. Donc, piste d'amélioration, privilégier les formations médicales continues indépendantes. Alors, comment les identifier ? On travaille là-dessus puisque la NDPC, en fait, dans ses dossiers d'agrément des organismes, a le détail de tout le financement de ces organismes. Donc, on va essayer de rendre public ça pour mettre à disposition, en gros, une liste qui permette d'identifier les formations plus ou moins financées par les industriels ou ceux qui ont un intérêt, en tout cas, à la thématique. Sinon, immédiatement, ce que vous pouvez faire, c'est exiger la déclaration des intérêts des orateurs lorsque vous êtes en formation. Ça, c'est l'article 4113 du Code de santé publique. Vous pouvez, lorsque vous assistez à une formation qui vous paraît vraiment tendancieuse, avec des arguments marketing non fondés sur la science, voire contraires à la science, par exemple, récemment, un de nos adhérents a assisté à une formation dans laquelle on préconisait le dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA. C'était clairement contraire aux recommandations de la HAS. Donc, on peut signaler des dérives de ce type ou des dérives du type, effectivement, non-déclaration des liens d'intérêt, par exemple, à la NDPC qui a mis en place un email spécifique. Donc, en faisant ces signalements, on peut un peu discipliner peut-être le secteur. Vous pouvez également créer vous-même, parce que malheureusement, c'est la question qu'on nous pose toujours. Oui, mais bon, si l'offre est entièrement financée par l'industrie, comment on fait ? Malheureusement, à part vous retrousser les manches et créer votre propre formation, on en est là. On en est à devoir rebâtir totalement un système parce que il a été pensé par et pour les intérêts économiques, hélas. Donc n'hésitez pas, ça, on a des adhérents qui font ça, tout simplement. Ils créent leur propre groupe de pairs, ils choisissent du coup leur thématique, ils choisissent leur orateur et puis ils font la cuisine.
C'est aussi simple que ça. Après, vous pouvez agir en tant qu'interne à contribuer à la recherche sur l'impact de ces liens d'intérêt. Alors, lorsque vous choisirez votre sujet de thèse, je vous encourage chaudement à choisir des thèmes qui peuvent faire avancer la connaissance sur ces liens d'intérêt et leurs conséquences, sachant que vous avez maintenant à disposition une base transparence santé qui est de plus en plus exhaustive. Et également, je vous encourage à aller voir un site qui s'appelle EurosForDocs.fr, qui a été développé par un de nos adhérents et qui reprend toutes les données de la base transparence santé, mais de façon exploitable, utilisable. Vous pouvez faire des requêtes, des filtres, des tableaux. Vraiment, là, cette fois-ci, ça devient lisible, parce que dans la base transparence santé, toute l'ergonomie est tellement déplorable que malheureusement, on ne peut pas tirer une information utilisable de ce site. Okay. Alors, en formation médicale initiale, on a également le problème qui est que les leaders d'opinion dont on parlait tout à l'heure, les KOL, pour l'essentiel, sont recrutés parmi le corps enseignant, parmi les PUPH. Donc, vous pouvez très fréquemment avoir un enseignement un peu teinté par les liens du professeur et parfois influencé par le marketing, avec notamment des cours qui sont en nom de marque et non pas en DCI, tel que le prévoit la réglementation. Alors, pour améliorer les choses, ça a un petit peu évolué, puisque les doyens des facultés ont émis une charte de déontologie. Et cette charte de déontologie, si elle était appliquée, serait merveilleuse. Franchement, ils ont fait un très très bon travail. Donc lisez-la, et dans vos facultés respectives, les universités dont vous dépendez, essayez autant que possible de faire pression sur les doyens, 1, pour qu'ils adoptent la charte, et puis 2, qu'ils l'appliquent. On a fait cette année, on a sorti il y a une semaine ou deux maintenant, une sorte de classement des facultés en fonction justement de leur degré d'application de la charte, et on voit qu'il y a des améliorations, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est uniquement avec une pression du terrain en local qui viendra vraisemblablement des internes et des étudiants. La NEMF a été très moteur aussi sur ce sujet, que ça pourra évoluer. Alors sachez aussi, connaissez vos droits, à savoir que la charte de la visite médicale, qui est un document contraignant signé entre le syndicat de l'industrie pharmaceutique, le LEM, et le comité économique des produits de santé, donc un organisme interministériel qui fixe les prix des médicaments. Cette charte de la visite médicale explicitement prohibe l'exposition des professionnels en formation à l'action de promotion des médicaments par les visiteurs médicaux, par exemple. Donc, vous pouvez refuser d'assister à ce genre d'événement. La charte du Conseil national des généralistes enseignants prévoit, donc elle a été récemment adoptée, que les MSU ne devraient pas exposer non plus les internes lors des stages aux visiteurs médicaux et aux discours marketing. Et je vous encourage également, pour vous améliorer, je dirais, ou en tout cas faire connaître le problème, à lire ce manuel qui a été édité par l'OMS et traduit par la Troupe du Rire, donc qui est un petit livret que vous pourrez trouver sur le site, notre site, formadep.fr, en téléchargement. Il est en Creative Commons, vous pouvez l'imprimer, le distribuer autant que vous voulez, et qui permet de détailler les différents moyens d'influence auxquels vous pouvez être confrontés. Ouais, j'essaie d'aller vite. Alors, les recommandations de bonne pratique, le problème, c'est que les guidelines, c'est une cible prioritaire pour le marketing. Alors, pourquoi ? Un visiteur médical qui fait un discours auprès d'un médecin, il influence un prescripteur. Si, en revanche, les industriels arrivent à modifier des guidelines, ils arrivent à modifier d'un coup les prescriptions de tous les médecins. Donc, clairement, l'effet de levier est tel que c'est une cible prioritaire pour le marketing. Alors, comment ça se traduit ? Très simplement, lorsqu'il s'agit de guidelines émis par les sociétés savantes, il faut savoir que le modèle économique des sociétés savantes repose intégralement sur les laboratoires pharmaceutiques qui promeuvent un produit concerné par ces recommandations. Donc là, je vous ai mis par exemple le tableau, ça c'est les liens financiers de la Société européenne de cardiologie. Donc on est à plus de 40 millions d'euros par an versés par les industriels à la Société européenne de cardiologie.
Et cette société, entre autres, dans ses statuts, prévoit entre autres qu'elle va pouvoir apporter son aide au plaidoyer des industriels, par exemple, pour obtenir le prix ou l'autorisation de mise sur le marché d'un produit. Les recommandations sont de plus éditées par des experts qui, à titre individuel, peuvent eux aussi avoir des liens d'intérêt. Généralement, d'ailleurs, chaque fois qu'on voit une recommandation sortir, il y a une magnifique corrélation entre les liens d'intérêt des auteurs de la recommandation et le dernier produit en date arrivé sur le marché. C'est mécanique, c'est assez imparable. Donc, pour vous en sortir, comment faire? Alors, privilégiez déjà les recommandations de meilleure qualité, c'est-à-dire principalement les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et là, je vais vous faire sourire parce que nous, au Formadep, on en est déjà à 6 qu'on fait annuler pour conflit d'intérêts. Donc, c'est censé être ce qu'il y a de mieux, mais ce n'est pas encore parfait, loin de là. Donc ça, c'est un travail qui nous incombe. Un jour, peut-être, la HAS fera bien son travail. Ensuite, de votre côté, ce que vous pouvez faire, effectivement, c'est essayer de vérifier la gradation du niveau de preuve. C'est-à-dire que si vous avez des recommandations qui ne précisent pas la qualité du niveau de preuve, elles sont globalement à écarter. Il faut pouvoir également vérifier l'indépendance dans la méthodologie d'élaboration. Donc, s'il n'y a aucune déclaration d'intérêt indiquée dans la recommandation, c'est mauvais signe également. Et si vous avez une déclaration d'intérêt qui écrit explicitement « cette recommandation a été financée par le laboratoire X », on en voit des comme ça, c'est mauvais signe également, vous vous en doutez. Bon, alors, les sources d'information, le problème, là encore, on l'a vu tout à l'heure, avec 84 millions d'euros par an déclarés en versement à la presse médicale, son modèle économique repose essentiellement sur la publicité, plus que sur les abonnements, pour l'essentiel de la presse médicale. Alors, je vous ai mis une petite pastille ici, c'est le président du groupe qui possède le quotidien du médecin, Gérard Kouchner, le frère de... et lors de son audition au Sénat par la commission d'enquête sur le Mediator, on lui a demandé, le sénateur François Houtin lui a demandé, mais comment se fait-il que les journaux de votre groupe n'aient pas du tout parlé du scandale du Mediator? Et quand le livre d'Irène Frachon est sorti, vous n'en avez pas du tout fait état dans vos publications. Et la réponse, vous pouvez la trouver encore en ligne, puisqu'elle a été filmée, cette audition, de Gérard Kouchner était de dire « Nous ne faisons pas dans les chiens écrasés ». Donc ça vous illustre assez clairement et cruellement la différence qu'il y a entre une information et une information biaisée par ses intérêts économiques. Pour ne pas fâcher ses annonceurs, malheureusement, ce genre de presse est parfois contraint à des choix éthiques douteux. Donc, comment faire? Eh bien, privilégier les revues indépendantes. Donc, je vous indique par exemple mon Prescrire qui est assez connu. La revue Pratique qui avait son stand conflit d'intérêts, je partageais ma table avec eux et ils sont très sympathiques. Donc Pratique s'écrit avec un S et je m'excuse auprès d'eux. Où la revue est exercée, vous avez surtout de nombreuses ressources qui sont disponibles. Alors principalement en anglais, parce qu'effectivement en France, on a un certain retard sur la recherche en santé publique et sur cette notion de lien et de conflit d'intérêts également. Mais vous avez énormément de ressources evidence-based medicine en ligne, gratuite, la collaboration Cochrane qui émet des recommandations qui ne sont pas 100% indépendantes non plus, mais qui quand même représentent en termes de méthodologie ce qui se fait de mieux actuellement. Vous avez le Centre pour l'Evidence-Based Medicine de l'Université d'Oxford qui met à disposition des quantités de ressources, y compris pour l'enseignement. Students for Best Evidence, c'est un groupe d'étudiants qui, comme son nom l'indique, essaie de développer des outils et de la vulgarisation sur quantité de notions. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et autopromo, vous pouvez suivre le compte Twitter du Formadep qui justement essaie de signaler quand on repère des initiatives de ce type ou des sources d'informations intéressantes. Donc ça peut être un moyen d'un peu contrebalancer une information assez orientée par ailleurs. Je suis désolée, je monopolise. Donc la recherche, le problème de la recherche actuelle, c'est ce qu'on appelle la crise de la reproductibilité. Donc
c'est un ensemble de facteurs assez large, et je n'ai clairement pas le temps de m'étendre plus que ça, mais c'est un écosystème effectivement d'incitations perverses qui aboutissent toutes à une distorsion de l'état des connaissances finalement scientifiques par rapport aux faits. Alors le schéma que je vous représente est peut-être pas assez lisible pour vous. Voici quand même. Représente la différence de perception qu'on peut avoir. Alors je me retourne parce que moi-même je suis myope et là j'ai un peu de mal avec mon écran de contrôle. La différence de perception qu'on peut avoir entre donc, les faits, donc vous avez dans la première colonne les études, l'ensemble des études sur un groupe d'antidépresseurs, et l'effet de différents biais. Donc entre la première et la deuxième colonne, vous voyez l'effet du biais de publication, c'est-à-dire que toutes les publications, tous les essais qui sont menés ne sont pas forcément publiés dans les revues médicales et passent à la trappe, comme vous le voyez, systématiquement les études négatives et non pas les études positives. Donc on entend par négatives celles qui ne soutiennent pas l'usage du produit, donc qui sont ici en rouge. Ensuite, vous avez un deuxième biais, le biais de reporting des critères de jugement, donc Outcome Reporting Bias. Alors celui-là, il affecte, d'après une étude qui est sortie cette semaine, 87% des études publiées dans les 5 principales revues médicales. C'est-à-dire qu'on définit des critères de jugement de l'essai clinique, et puis finalement, au moment de la publication, on passe à la trappe ceux qui ne nous arrangent pas, on en crée de nouveaux. Donc ça, c'est vraiment une distorsion, une malversation extrêmement courante. Je vous rappelle, 87% des publications. Et ensuite, on a un troisième effet qui est l'effet de spin. Alors l'effet de spin, alors là c'est très subtil. C'est par exemple, c'est une étude de Philippe Raveau pour la France par exemple, qui représente que 20% des abstracts disent le contraire du corps de l'article. Donc le spin, ça va être effectivement vous présenter des faits sous un jour totalement différent. Et enfin, le dernier biais, le biais de citation. Donc là, vous voyez la taille des points augmenter en fonction du nombre de citations de l'article. Et donc, vous voyez que là, sont beaucoup plus citées les études positives que les études négatives. Et donc, quand vous comparez au final la dernière colonne avec la première, vous vous rendez compte que la réalité des données scientifiques et la perception que vous allez en avoir suite à tous ces filtres successifs sont totalement différents. Donc c'est vraiment quelque chose de très très dommageable pour l'état des connaissances et pour l'évaluation du rapport bénéfice-risque des produits que vous pouvez être amené à prescrire. Alors, piste d'amélioration, comment agir là-dessus? À un niveau individuel, c'est effectivement très compliqué. On ne peut pas faire grand-chose à part s'allier et rejoindre des initiatives existantes. Donc il y a l'IBM Manifesto, qui est un manifeste de bonnes pratiques lancé par l'Université d'Oxford. Vous pouvez le rejoindre et voir les initiatives qu'il propose. L'initiative DORA, alors là, c'est à faire adopter par vos institutions, universités, CNRS, etc., ou All Trials. Donc ce sont des initiatives qui visent, pour l'une, à ne plus juger la carrière des chercheurs sur des index de bibliométrie qui sont extrêmement pervers, et pour l'autre, à faire publier les résultats de tous les essais cliniques pour mettre fin au biais de publication. Ce que vous pouvez faire à niveau individuel, bien sûr, c'est muscler votre compétence en lecture critique d'articles et en statistique. Et je vous signale une ressource, Testing Treatments, qui est disponible en français également. Elle a été traduite en de multiples langues. Qui est un ouvrage gratuit et qu'on peut même mettre à disposition des patients et signaler aux patients, parce que c'est très intéressant, ça explique comment finalement sait-on le rapport bénéfice-risque d'un produit de santé. Du côté des patients, voilà, dans les 3 piliers de l'EBM, il y a notamment les préférences du patient. Et même celles-là vont être ciblées par les industries. Vous avez un phénomène qu'on appelle le disease mongering, donc c'est le façonnage de maladies. Ça va consister principalement à élargir la définition de la maladie, exagérer sa prévalence ou sa gravité. Donc pour ça, c'est un moyen de contourner l'interdiction qu'ont les industriels de santé de promouvoir leurs produits directement auprès du public. À quelques exceptions près, vaccins, dispositifs médicaux ont le droit de le faire, mais ce n'est pas le cas pour les médicaments. Dans ce cas, on va faire des campagnes de publicité déguisées qui, en général, comportent un test avec, là, en l'occurrence, ces 5 questions, avec une valeur prédictive positive absolument catastrophique. Là, elle est de 3%, je crois, si je me souviens bien.
Enfin, j'avais fait le calcul, j'ai fait un article sur le sujet, parce que c'est une maladie dont je suis atteinte et ça m'avait bien énervée. Et donc, ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est de donner aux patients des outils d'analyse critique. Par exemple, l'initiative Choisir avec soin, qui est une initiative internationale, propose sur son site des dépliants pour les patients, les bonnes questions à se poser quand on est un patient, finalement, quand on vous propose un traitement. Vous avez des outils de décryptage, par exemple, sur notre site. Bon, désolé de faire encore de l'autopromo. Des outils comme les Factbox, qui sont une façon graphique de représenter les bénéfices et les risques, et qui sont extrêmement didactiques et clairs pour les patients. Et à venir, encore un petit coup d'autopromo, on travaille actuellement sur la traduction d'un roman graphique qui essaie de donner aux patients, enfin au public en général, des notions de base d'épidémiologie. Donc c'est un peu ambitieux, mais des notions justement comme par exemple la valeur prédictive positive. On va essayer d'aller vite parce que j'aimerais surtout prendre des questions. Quelques take-away messages. Vous avez un cerveau, donc vous êtes vulnérable. Et surtout quand on est médecin, on a peut-être un peu plus d'ego que les autres. On pense qu'on est plus rationnel, que nos neurones sont plus musclés, etc. Et en fait, on est encore plus vulnérable que les autres. Ne croyez pas que les petits cadeaux ne vous influencent pas. Il y a Marcel Mauss, qui est un sociologue, qui avait fait un ouvrage qui s'appelle La réciprocité du don, enfin, ou Essai sur le don, qui vous montre bien qu'en fait, ça marche très très bien les petits cadeaux, peut-être même mieux que les gros, en tout cas à notre niveau. Les liens s'ajoutent et ne s'annulent pas. Parfois, vous entendez, moi j'ai entendu plein de fois des professeurs dire « Mais non, en fait, comme je vois tous les labos, bah, du coup, j'ai aucun conflit d'intérêt. » Ben si, en fait, le conflit d'intérêt, il est entre l'intérêt du patient et son intérêt à lui. Donc, c'est qu'ils ne comprennent même pas, en fait, de quoi ils parlent. Et enfin, l'influence, je l'ai déjà dit, c'est vraiment pas une question de morale. Ça, il faut sortir de ça. C'est pas le bien contre le mal, les bisounours, ça. C'est vraiment un truc... comment dire quand on est chez le CNIC, ce qui est mon cas, et je vois Olivier Sanary qui est là, une partie de notre temps, on vise à faire des choses qui vont rajouter des lignes sur notre CV, pour un jour, si on veut devenir MCU. Aujourd'hui, je suis ravi d'être là, parce que ce n'est pas du tout le cas. Voilà, je suis vraiment content de vous parler des influences, des conflits d'intérêts, parce que c'est quelque chose de différent et qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Je vous ai mis, c'est un morceau du serment d'Hippocrate qui est « Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'exercice ou à l'accomplissement de ma mission ». Dans la version abrégée sur laquelle vous allez prêter serment, souvent, cette phrase a disparu. Ils vous ont laissé « Je préserverai, admis à l'intérieur de maison, je tairai ce que j'entends et ce que voient mes yeux, etc. » Alors que l'immense majorité des médecins ne fera jamais de visite à domicile. Mais ils vous ont enlevé ça à méditer. Merci. Questions? Je sais que la première est dure, mais allez-y. Ah, il y a une main en bas là qui s'est levée. Ah bah oui, mais si vous êtes tout en haut aussi. Donc je suis médecin G, hein, donc je connais bien la médecine, et puis il n'y a pas de tabou, hein, vous posez les questions. Bonjour, merci pour cette intervention qui est très très enrichissante. Alors moi j'avais une petite question, je vais essayer de la formuler. Alors maintenant qu'on est interne, on a plus peut-être de critiques vis-à-vis de ces conflits d'intérêts qu'il peut y avoir dans notre pratique quotidienne. Mais le problème, c'est qu'on a une formation initiale qui est hospitalière quasiment uniquement. Et avec les marchés actuels que les hôpitaux font avec les laboratoires, si on ne reçoit pas de délégués médicaux, si on ne voit pas d'autres professionnels qui nous présentent des médicaments, finalement, on a un arsenal thérapeutique qui est très réduit. Je prends l'exemple, par exemple, du Lovenox. Le Lovenox, ils ont le marché au niveau hospitalier. Si on reste cantonné à ça, on ne prescrira que du Lovenox. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc,
comment on pourrait remédier à ce problème au niveau hospitalier, parce que c'est vraiment à la base en fait qu'il faudrait agir. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Ah, si, enfin je pense. Alors, il n'y a jamais malheureusement de solution miracle. C'est, comme je vous le disais, c'est tout un écosystème qu'il faut changer. Donc, avec plein de facteurs qui se nourrissent les uns les autres. Donc, effectivement, c'est très compliqué à faire avancer. Donc, une des pistes qui commence à fonctionner pour les facultés, ça a été ce fameux classement. Et donc, on est en train de reproduire la même chose avec les CHU. Pour essayer d'obtenir que les CHU mettent en place des politiques de prévention et de gestion des conflits d'intérêts à plein de niveaux, au niveau de l'enseignement, au niveau des soins, etc., au niveau des formulaires hospitaliers. Et donc, ça paraîtra début mars. Donc, voilà, d'ici peu, vous allez avoir votre premier classement. Et au cours de ce classement, moi, je ne vais pas en divulguer les résultats, mais on a quand même observé quelques hôpitaux qui commençaient à prendre en main cette question. Donc voilà, là encore une fois, malheureusement, je peux que revenir à cette question qui est que ça ne changera pas sans nous, en fait, et notamment les étudiants et les internes. C'est vraiment la force motrice, quasiment l'unique force motrice, parce que les praticiens hospitaliers sont débordés. Et certains, pour ce qui est des universitaires, des PUPH, sont plutôt des leaders d'opinion dans le système pour la plupart d'entre eux. Donc, ils ne vont pas tellement lutter contre, ils en font partie et ils en bénéficient, comme je le montrais tout à l'heure avec cette diapositive. C'est une symbiose, en fait, entre ces intérêts et la carrière du médecin. Donc, il ne va pas remettre cela en cause. Moi, j'ai eu un peu le même problème quand j'étais un jour dans un service de diabéto. Non, pardon, c'était un autre service d'ailleurs. Et ils prescrivaient toujours les mêmes marques d'insuline. Et ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un planning et en disant telle semaine c'est tel labo, telle semaine c'est tel labo, et puis on faisait une rotation. Alors, ça marche au moins pour l'ordonnance de sortie. Mais c'est vrai que maintenant que tout est informatisé, qu'il y a un répertoire hospitalier, etc., on est un peu plus coincé. Mais sinon, de mettre en place des rotations comme ça, c'est une solution. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci de votre attention.